Chers étudiants, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre relatif à la mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique des animaux domestiques. Plus spécifiquement, nous allons incorporer les éléments statistiques, mathématiques et de génétique quantitative dans la conception et l'évaluation d'un programme spécifique. Alors, tout d'abord, quelques définitions. Améliorer un élevage, c'est fournir des conditions d'environnement et de gestion favorables à l'augmentation de la production et de la productivité. Améliorer un phénotype revient à améliorer les conditions d'environnement et le génotype, tandis que améliorer un génotype revient à opérer une combinaison favorable des gènes. Bien. En amélioration génétique, on distingue généralement des caractères à améliorer qui peuvent être définis en fonction de l'objectif ou alors du critère. Ainsi donc, en fonction de la mesure, la perception ou de l'appréciation du critère, on va avoir du caractère au tampon, on va avoir les caractères qualitatifs et les caractères quantitatifs. Les caractères qualitatifs sont ceux qui ont trait à la phanéroptique ou alors au sens, c'est-à-dire ceux qui sont facilement perceptibles. Par exemple, nous avons là 2 poules. Les phanères ont les couleurs différentes. Les appendices, que sont les pattes, sont soit blanches, soit jaunes. La teinte de la crête également est variée. Donc, si nous nous intéressons à ces facteurs, on parlera de caractère qualitatif. Et la génétique, qui permet de mettre cela mieux en évidence, c'est la génétique mendélienne. Alors, les gènes qui affectent ces caractères visuels à l'œil nu sont qualifiés de gènes majeurs. De l'autre côté, les caractères qui sont mesurables, qu'on peut pondérer, c'est-à-dire relatifs à la masse, ou alors qui peuvent faire l'objet des calculs statistiques, comme c'est le cas pour les index corporels qui permettent d'apprécier les formes et de catégoriser les animaux. On parlera donc de caractères quantitatifs. Par exemple, les mensurations corporelles, la mesure de la tasse, la longueur du corps ou du cou font partie des caractères quantitatifs. Alors, la complémentarité ici peut donc être établie entre la génétique mendélienne et la génétique de Louche et Falconer qui ont, n'est-ce pas, développé l'application de la statistique à la génétique quantitative. Maintenant, si les caractères sont définis en fonction de leur productivité ou de l'adaptabilité, on va avoir les caractères fonctionnels. Par exemple, l'adaptation ou alors la rusticité d'un animal. Quand nous parlons de rusticité d'un animal, il s'agit de tous les caractères qui permettent à un animal de développer une certaine résilience par rapport à son environnement de production et d'y survivre tout en maintenant un niveau de productivité acceptable. Nous avons ici par exemple la résistance ou la susceptibilité à une maladie, la tolérance à une maladie, l'adaptation aux conditions élevées de température ou aux conditions de température très faibles, l'adaptation à un régime alimentaire pauvre en protéines par exemple font partie des caractères fonctionnels et plus spécifiquement l'adaptation et la rusticité. De l'autre côté, par rapport à la productivité, nous avons les caractères qui affectent ou qui concernent la qualité des produits, par exemple la quantité de matière grasse du lait, les caractères qui affectent les mensurations
pondérés tels que le poids vif d'un animal, le rendement carcasse, nous savons que tout ceci sont des éléments qui influencent la valeur marchande d'un animal. Alors, maintenant, en bref, je m'en vais exposer le schéma d'amélioration génétique. Tout d'abord, le schéma d'amélioration génétique est défini en fonction du contexte économique et social, en fonction des environnements et des systèmes d'élevage. Ainsi donc, est défini les objectifs de sélection. Une fois les objectifs de sélection, nous avons, n'est-ce pas, une collecte ou du moins le recueil des informations génétiques. Les informations peuvent être collectées sur l'individu lui-même, sur les ascendants ou alors sur les collatéraux. Ainsi donc, ceci permet d'établir les relations de parenté et vous comprenez pourquoi nous avons passé en revue l'estimation des coefficients de parenté ainsi que les coefficients de consanguinité. Donc, ces informations également permettront de définir le rapport ou alors la relation entre l'héritabilité et la variance additive qui vont permettre, n'est-ce pas, d'obtenir les paramètres qui nous permettront soit d'évaluer les animaux, soit de prédire la production future. Alors, les informations collectées vont donc permettre d'élaborer un modèle génétique. Nous y reviendrons. Et d'analyser les variances. Bien, une fois le modèle défini et les paramètres relatifs à la variance obtenus, les paramètres génétiques tels que l'héritabilité, la répétabilité et les corrélations génétiques vont être calculés et les candidats à la sélection ou alors les reproducteurs potentiels évalués. Le paramètre qui permet d'évaluer les potentiels candidats à la sélection n'est rien d'autre que la valeur d'élevage, précédemment estimée, bien sûr. Alors, les éléments, ou du moins les candidats à la sélection ou reproducteurs de la génération suivante vont être classés en fonction de leur valeur d'élevage, c'est-à-dire des plus performants au moins performants, et une intensité de sélection qui peut être par exemple 1%, 2% ou 3% des meilleurs va être, n'est-ce pas, utilisée pour trier les reproducteurs de la génération améliorée. Ainsi donc, les animaux choisis vont être utilisés pour l'amélioration génétique. Ce qui va donc définir l'utilisation de ces animaux reproducteurs sera les paramètres tels que l'héritabilité. Par exemple, si l'héritabilité est faible, ça veut dire que la sélection massale sera déconseillée. Tout simplement parce que faible héritabilité signifie que le progrès génétique lié à la sélection est faible. Alors, pour un tel système, c'est le croisement qui va être encouragé. Par contre, si l'héritabilité est élevée, alors la sélection va être préconisée comme meilleure méthode d'amélioration de la performance. Alors, selon donc le sens de l'héritabilité, le programme va être mis en œuvre et le progrès diffusé chez les multiplicateurs, chez les éleveurs, chez les commerçants. Et à l'issue donc de cette multiplication, les résultats vont être à nouveau analysés. Vous allez demander pourquoi analyser les résultats. C'est pour voir effectivement si sur le terrain, on a des animaux qui ont manifesté un mérite supérieur à leurs parents, ou plutôt s'il y a beaucoup de défaillances, ou si
le résultat escompté est conforme à la prédiction faite, ce qui permettra de revoir le programme, l'ajuster ou le maintenir et de maintenir, n'est-ce pas, et de continuer avec le cycle d'amélioration génétique. Alors, les informations sensibles pendant le recueil concernent non seulement les paramètres, les informations liées à l'héritabilité, mais il peut également s'agir des corrélations. Nous y reviendrons. Pourquoi les corrélations? Parce que généralement, il est rare de sélectionner sur un seul caractère. Étant donné que les caractères sont donc associés génétiquement les uns aux autres, en vue de maintenir donc une valeur économique favorable, il est question de considérer la relation, l'influence entre les caractères ou alors leur co-évolution selon le processus de sélection. Bien, en bref donc, en résumé, c'est quoi l'objectif de sélection? L'objectif de sélection est la liste des caractères à améliorer génétiquement. Cet objectif doit être en accord avec les objectifs nationaux de développement. Ils doivent être appropriés au système pour lequel il est défini. Et enfin, il doit être basé sur les races adaptées au système de production. Alors, les deux derniers éléments, en guise d'illustration ou du moins d'explication, notons par exemple que si notre objectif de production ou de sélection, autant pour moi, est de fournir aux éleveurs du milieu extensif ou rural ou encore à faible intensité d'intrants des animaux adaptés, quel objectif allons-nous considérer? Allons-nous considérer des animaux à productivité élevée ou alors allons-nous considérer plutôt des animaux qui sont adaptés à l'environnement, c'est-à-dire qui présentent une productivité pas très favorable économiquement, mais des animaux qui peuvent survivre aux conditions environnementales, qui peuvent résister aux maladies, qui peuvent se reproduire plus efficacement. Alors nous choisissons des animaux dont les performances favorables ne sont pas appréciées, ne font pas partie des valeurs culturelles. Allons-nous préférer par exemple la production de lait dans un paysage culturel où le lait de chèvre par exemple n'est pas consommé, où la chèvre est beaucoup plus produite pour sa chair? Question à réfléchir, nous y reviendrons. Bien, les caractères d'intérêt économique sur lesquels nous allons nous appesantir davantage dans le cadre de ce cours, il s'agit donc de la productivité, de la longévité, de la santé et de la reproduction. Bien évidemment, il existe des caractères d'intérêt pas souvent considérés dans l'élevage moderne ou du moins intensif. Il s'agit notamment des caractères d'intérêt culturel, tels que le colorage, par exemple. Dans certaines cultures, les animaux à coloration noire sont vus comme des animaux utilisés pour des rites négatifs, tandis que les animaux à coloration blanche sont utilisés pour des rites positifs. Alors nous n'allons pas nous appesantir pendant longtemps sur ces détails, étant donné que nous y reviendrons. Sur ce, chers étudiants, je vous remercie et prenons une petite pause avant l'élément qui va suivre.